Le juge se moque d'un jeune accusé noir. Il ne réalise pas que le garçon est le PDG qu'il poursuit en justice. La salle d'audience bourdonnait d'une curiosité murmurée lorsque les portes s'ouvrirent en grinçant et qu'un jeune homme noir, âgé de 22 ans à peine, entra dans la galerie, flanqué de 2 avocats en costume. Il marchait avec une détermination tranquille, le regard droit devant lui, une posture calme mais posée, chaque pas résonnant faiblement sur le sol de marbre. Les yeux de la galerie le suivaient, un mélange de scepticisme, d'intérêt et de jugement discret. Pour la plupart des observateurs, il paraissait trop jeune, trop posé, trop déplacé dans une salle d'audience conçue pour enfermer les esprits brisés. Son costume gris ardoise était propre mais modeste. Ses dreadlocks soigneusement attachés en arrière, son visage indéchiffrable, sérieux sans être sombre. On ne remarquait pas la panique que beaucoup attendaient des accusés au premier jour d'un procès qui pouvait mettre fin à leur liberté. Les gardes le regardèrent à peine, le rejetant comme il l'avait fait tant d'autres avant eux, un autre enfant du Southside devenu trop intelligent pour son propre bien. Ils scrutèrent la salle avec une indifférence robotique, reprenant leur appui habituel contre le mur. Aucun coup de feu n'avait retenti, aucune voix ne s'éleva. Juste une affaire comme une autre, juste un cadavre comme un autre. Mais Dorian Kane n'était pas un accusé comme les autres. Son nom n'était pas célèbre, pas encore. Mais à la fin de ce procès, tous les habitants de Carrow Falls s'en souviendraient. Ils se souviendraient de son entrée dans cette salle d'audience avec la patience d'un homme attendant qu'un plan se concrétise, et non le désespoir d'un traqué. Du fond de la salle, derrière un podium en chêne poli, le procureur le considéra avec un mépris désinvolte. Edwin Hargrove, un homme d'une 50aine d'années, suffisant et rasé de près, portait son pouvoir comme une eau de Cologne, épaisse et étouffante. Il se penchait légèrement sur le côté, comme s'il s'appuyait sur le poids invisible de ses relations politiques, la protection inébranlable de son rôle. Connu pour ses liens avec la mairie et ses condamnations impitoyables des accusés du Southside, Hargrove ne s'inquiétait pas de ce procès. Pour lui, l'affaire était déjà gagnée. Il jeta un coup d'œil à Dorian comme s'il avait déjà décidé de la manière dont sonnerait sa plaidoirie finale. Encore un garçon avec un ordinateur portable et la folie des grandeurs. Il ajusta sa cravate et esquissa un léger sourire narquois à l'entrée du juge. Wesley Brandt, un homme à la voix grave et à la présence imposante. Brandt siégeait à ce tribunal depuis 30 ans, un pilier de l'ancien système. Son surnom au palais de justice était « le dernier mot », et non pas à cause de son éloquence. Il dirigeait sa salle d'audience comme un navire de guerre, strict, froid et punitif. Brandt ne se contentait pas de suivre la jurisprudence, il la devenait. On murmurait en ville que sa salle d'audience était le lieu où la justice allait se faire embaumer. Brandt jeta à peine un coup d'œil à la table de la défense avant de s'installer confortablement. Quand son regard se posa enfin sur Dorian, il plissa légèrement les yeux, comme pour le situer. Puis, d'une voix qui brisa le silence comme un coup de marteau, avant même qu'il ne tombe, il ricana. « Eh bien, je vois qu'on a un nouveau génie de la technologie, » murmura-t-il assez fort pour que toute la salle l'entende, feuilletant nonchalamment le dossier en papier kraft devant lui. Un génie du codage devenu voleur d'entreprise. Quelle originalité! La salle résonna de rires bas, provenant principalement du jury et des employés municipaux alignés le long du mur du fond. Même Hargrove s'autorisa un léger gloussement qu'il dissimula rapidement sous une toux. Dorian ne broncha pas. Son regard ne bougea pas. Il s'assit à côté de ses avocats sans réagir, indifférent à l'insulte ni à la réaction qu'elle suscita. Pour un œil non averti, son silence aurait pu ressembler à de la soumission. Mais ses avocats, l'un plus âgé et las, l'autre plus jeune et visiblement tendu, savaient tous deux qu'il n'en était rien. Ils avaient vu comment Dorian s'était comporté au cours des 6 derniers mois. Il n'était pas passif, il était patient, et cette patience était une arme que personne dans cette salle d'audience n'avait vue venir.
Dorian s'était préparé à ce jour comme aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Ni par des conférences de presse, ni par le soutien de célébrités, ni par des campagnes sur les réseaux sociaux. Il ne voulait pas de sympathie. Il voulait que la vérité éclate au grand jour, sans que personne ne l'ait vu venir. Ce qu'il pensait être un procès pour cyberfraude n'était en réalité que le premier domino d'un effondrement bien plus important. Il pensait qu'il était sur la défensive. Il ne l'était pas. C'était un appât. 2 semaines plus tôt, dans l'intimité d'un bâtiment fédéral du centre-ville, gardé par des détecteurs de métaux et le silence absolu, une plainte sous scellé avait atterri sur le bureau du greffier personnel du juge Brandt. Elle était épaisse, méticuleuse et bourrée de preuves accablantes. Courriels, fichiers audio, documents financiers, le tout présenté avec la précision d'un homme qui savait monter un piège numérique. Le nom du plaignant avait été censuré sous protection juridique, mais les initiales correspondaient. DK. La plainte impliquait la ville de Carrow Falls, son maire, son directeur économique, 3 membres du département des contrats urbains et une série de sociétés écrans utilisées pour détourner des fonds de développement technologique destinés à des start-up appartenant à des minorités. On aurait dit un thriller conspirationniste, mais ce n'était pas de la fiction. Il y a 2 ans, Dorian avait lancé Nexavolt, une entreprise de cybersécurité et d'infrastructure conçue pour moderniser les réseaux municipaux transfrontaliers. C'était la première du genre, détenue par des Noirs, autofinancée et incroyablement efficace. Trop efficace. Au cours des 6 premiers mois, Nexavolt avait révélé des vulnérabilités dans les bases de données de la ville, menaçant non seulement les finances, mais aussi les archives publiques, inscriptions électorales, aide au logement, rapports de police. Les contrats ont commencé à se tarir. Les clients potentiels ont été mis en garde. Puis sont arrivées les menaces. Subtiles d'abord, puis plus ouvertes. Lorsque Dorian a refusé de jouer le jeu, de céder une partie de la propriété à un intermédiaire agréé par la ville, il est devenu un problème qu'ils ont tenté d'effacer. Du jour au lendemain, une 12aine d'allégations fabriquées de toutes pièces sont apparues en ligne. Son entreprise a été signalée pour Audi. Plusieurs de ses employés ont été menacés d'enquête soudaine. Et finalement, un faux contrat que Dorian n'avait jamais signé a émergé, liant Nexavolt à une entreprise fantôme, responsable du détournement de près de 2,3 millions de dollars de fonds de développement. C'était l'affaire de fraude qui faisait saliver Hargrove, un crime qui n'existait pas, créé par ceux-là même qui prétendaient le poursuivre. Mais Dorian n'a pas paniqué. Au contraire, il a changé de cap. Il engagea 2 avocats, l'un avec une expérience des tribunaux fédéraux, l'autre fraîchement sorti du secteur privé, à l'esprit vif et à l'instinct encore plus aiguisé. Ensemble, ils commencèrent à monter une contre-plainte susceptible de faire tomber une chaîne de commandement corrompue, profondément ancrée dans la politique de Carrow Falls. Ils la déposèrent discrètement, en usant des lois sur les lanceurs d'alerte et de la non-divulgation stratégique. Ils désignèrent tous les noms de ceux contre qui ils avaient des preuves. Tous sauf un, le juge Brandt. Dorian avait gardé ce document secret. Non pas par peur, mais par souci de timing. Ses recherches avaient révélé quelque chose que les autres ignoraient. Brandt n'était pas un simple spectateur de la machine économique de la ville. Des années auparavant, avant sa nomination à la magistrature, il avait été consultant en stratégie de financement municipal. Un rôle qui lui permettait de signer des contrats qui bénéficiaient aux mêmes sociétés fictives aujourd'hui sous surveillance. Il avait bien dissimulé la piste grâce à ses neveux, à des sociétés écrans et à des contributions de campagnes occultes, mais les fils étaient là. Et maintenant, Dorian les tenait. Brandt l'ignorait. Pas encore. Mais à la fin de la semaine, les choses allèrent changer. Dès que les documents scellés seraient dévoilés au tribunal fédéral, son nom apparaîtrait comme l'un des co-accusés dans un recours collectif susceptible de détruire la moitié des infrastructures de la ville. Et voilà qu'il présidait le procès pour fraude de Dorian. L'ironie aurait fait rire Dorian si elle n'avait pas été aussi dangereuse. Un faux pas.
une révélation prématurée. Et Brandt pouvait faire capoter le procès, écarter des preuves clés ou, pire encore, manipuler le jury à huis clos. Mais Dorian avait anticipé cela. Ses avocats avaient déjà déposé une requête en récusation scellée qui ne serait rendue publique que si Brandt se prononçait sur une requête cruciale sans explication. La requête citait des documents financiers précis reliant le trust familial de Brandt aux sociétés écrans en question. Chaque étape de ce procès avait été tendue comme un piège, conçu non seulement pour prouver l'innocence de Dorian, mais aussi pour révéler l'hypocrisie au cœur même de la salle d'audience. Hargrove ignorait qu'il poursuivait le mauvais crime. Brandt ignorait qu'il assistait à sa propre exécution. Et la galerie, ces inconnus chuchotants et bouche bée, ignoraient qu'ils assistaient au premier acte d'un scandale qui allait démanteler l'élite de leur ville. Dorian était as. 2 semaines plus tôt, dans la salle de réunion d'un gratte-ciel, 34 étages au-dessus d'une ville endormie par la corruption, l'air était chargé de fumée de cigares et de l'amertume du Bourbon bon marché. Le genre d'endroit où les vitres donnaient une illusion de transparence, mais où les décisions prises à l'intérieur étaient tout sauf transparentes. Le conseiller en chef, Royce Delaney, se tenait au bout de la table en acajou, les mains crispées, comme s'il empêchait la ville entière de s'effondrer sous son propre poids. Il n'était pas homme à faire des démonstrations, mais lorsqu'il posa l'épais dossier sur la table, son écho réduisit la pièce au silence, comme un coup de feu. Sa voix était basse, comme un moteur rouillé qui démarre à peine, furieuse et délibérée. Ce satané gamin avait intenté une action au civil. Pas seulement contre un bureau ou un individu. Non, celui-là avait du mordant. Il s'en était pris à la moitié de la ville, nommant nommément des services, des fonctionnaires et même des entrepreneurs privés dans une plainte fédérale qui les liait tous ensemble comme de la pourriture dans un mur. Autour de lui, des hommes en costume repassés levèrent les yeux de leurs verres et de leurs téléphones, les yeux plissés, des lobbyistes aux cheveux cirés et aux sourires en plastique, des magnats du BTP qui troquaient les contrats municipaux comme des jetons de poker, des politiciens de longue date qui avaient bâti leur carrière en manipulant les subventions au développement et en détournant les subventions fédérales pour les technologies. Et au bout de la table, blotti près d'une carafe en cristal, était assis le chef de la police Vernon Hale, son badge scintillant sous la lumière du lustre, comme s'il appartenait à quelqu'un qui croyait encore en la justice. Ce n'était pas le cas. Pas dans cette pièce. Pas dans cette ville. Le maire Gregor Finn, qui ressemblait toujours plus à un vendeur fatigué qu'à un leader, se versa 2 doigts de bourbon, les fit tourner une fois et se laissa aller dans son fauteuil en cuir. Son sourire était lent, confiant, imprégné du réconfort de connaître déjà l'issue. « Arrêtez-le », ordonna-t-il calmement, comme s'il s'agissait d'un simple poste budgétaire plutôt que d'une véritable répression contre un lanceur d'alerte. Ils avaient le juge Brandt, qui devait plus de service qu'il ne pourrait jamais en rendre, veillerait à ce que le jeune ne revoie plus jamais une salle d'audience, sauf derrière une cloison en verre renforcée. Il l'enterrerait si profondément qu'il en oublierait la sensation de la lumière du soleil. Ils se mirent au travail rapidement. Derrière des murs de VPN sécurisés et des bases de données enfouies, le piège était conçu avec une précision chirurgicale. La division des infrastructures numériques de la ville, sous couvert de maintenance de routine, redirigea d'anciens journaux d'adresse IP pour pointer vers l'adresse résidentielle de Dorian. Des sous-traitants, dont beaucoup siégeaient dans cette même salle de réunion quelques jours plus tôt, acheminèrent de faux documents via des sociétés écrans, des entreprises qui n'existaient pas 6 mois auparavant, mais qui disposaient désormais de suffisamment de documents pour tromper n'importe quel employé sous-payé. Des signatures de code antidatées furent implantées dans les sauvegardes des serveurs des logiciels municipaux, laissant croire que Dorian avait intégré des lignes de code malveillantes destinées à siphonner des données des services publics, transport, éducation et même santé. L'histoire qu'ils avaient construite était indéchiffrable et dévastatrice. Un jeune entrepreneur technologique séduit par l'influence et la cupidité, trahissant la ville même
qui lui avait accordé des subventions à l'innovation 1 an plus tôt. Lorsque le dossier atterrit sur le bureau du juge Brandt, il ne sourcilla pas. Ses mains se déplacèrent automatiquement, parcourant les preuves fabriquées avec la même attention qu'il mettrait à parcourir un menu de petit déjeuner. L'acte d'accusation fut signé avant midi, le communiqué de presse était prêt avant même que l'encre ne sèche, et à la tombée de la nuit, le nom de Dorian était en tête d'affiche sur toutes les grandes plateformes d'information, présenté comme un exemple édifiant, un génie devenu escroc. De retour au tribunal, les retombées avaient déjà commencé. L'audience préliminaire était procédurale, une simple formalité destinée à faire avancer l'affaire jusqu'au procès. Mais Marcus Rowe, l'avocat de Dorian, ne jouait pas le jeu. Rasé de près, le regard perçant, la voix juste assez marquée pour inspirer le respect, Marcus se leva et demanda à appeler un témoin surprise, un expert en criminalistique numérique qui, selon lui, pouvait réfuter le fondement même de l'argumentation de l'accusation. Le juge Brandt se pencha légèrement en avant, l'air figé, et rejeta la demande. « On était dans une salle d'audience, pas dans un cirque », rappela-t-il. Et puis, tandis que le silence pesait, Dorian se leva. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis son arrestation, laissant Marcus se charger de la guerre verbale. Mais à présent, il agissait avec un calme qui tranchait la tension comme un scalpel. Il fouilla dans la poche intérieure de son blazer et déposa une petite clé USB plate sur la table de la défense. Le geste était simple. Le sous-entendu ne l'était pas. Toute la salle d'audience se retourna, comme si elle prenait soudain conscience qu'un bouleversement venait de se produire. La clé USB contenait une collection soigneusement sélectionnée de courriels, de comptes rendus de réunions et de transcriptions audio. Des communications entre le cabinet du juge Brandt et le soi-disant groupe de travail économique du maire. Le langage était codé, suffisamment vague pour échapper à la détection pour un œil non averti, mais les implications étaient limpides pour quiconque comprenait l'infrastructure. C'était un modèle de corruption. Approbation de programmes illégaux de collecte de données, subventions commerciales frauduleuses et paiements officieux à des entrepreneurs qui n'existaient même pas sur papier. Le visage de Brandt pâlit. Non pas la lente perte de couleur due à la fatigue ou à la surprise, mais celle, instantanée, de l'expression d'un homme dont les péchés secrets venèrent d'être lus à voix haute à l'église. Un murmure parcourut la galerie, suivi de halètements. Le procureur Hargrove se leva d'un bond, la voix aiguë et paniquée, déclarant la preuve irrecevable. « Elle devait avoir été volée », affirma-t-il. « Personne en dehors du système fédéral des archives ne pouvait avoir accès à des documents scellés de cette manière. » Il exigea la confiscation du disque dur. Marcus répondit en glissant une ordonnance notariée du tribunal. Elle portait le sceau fédéral, daté de 2 mois plus tôt, faisant référence à une action en justice. Kane C. Carrow Falls et Hall. La citation en dessous était claire. Titre 42, article 1983. Une action en justice pour atteinte aux droits civiques. Marcus n'eut même pas besoin de terminer sa phrase. Tous les présents, y compris le conseiller du jury et l'huissier, comprirent ce que cela signifiait. Dorian n'était pas seulement un accusé dans cette salle d'audience. Il était plaignant dans une autre affaire. Une affaire qui avait compétence pour abattre les piliers mêmes qui soutenaient l'élite de cette ville. Brandt essaya de parler, mais les mots ne franchirent pas ses lèvres. La salle d'audience n'était pas brûlante, mais la sueur perlait à ses tempes. Il balbutia, demandant comment cela était possible. L'affaire fédérale était scellée, dissimulée derrière des protocoles d'autorisation et des verrous numériques. Comment un accusé dans une affaire de cybercriminalité municipale pouvait-il posséder des documents d'une action civile fédérale? Dorian répondit clairement. C'était lui qui avait porté plainte. Sous le nom de K. Dorian, l'initiale du 2e prénom masquant la vérité. C'était sa plainte. Son entreprise ruinée par des audits frauduleux. Ses contrats volés par des entreprises financées par la municipalité. Ses employés, de jeunes et brillants codeurs issus des quartiers défavorisés de la ville, mis à l'index, leur réputation en lambeaux pour avoir osé concurrencer des géants du secteur avec des fonds
municipaux en poche. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Chaque mot frappait comme un coup de marteau. Son regard croisa celui de Brandt, non pas par colère, mais par une impression plus profonde. Une trahison, peut-être, ou une déception. Le juge avait autrefois été un nom murmuré avec révérence dans les cercles juridiques, quelqu'un qui était passé de défenseur public à juge de district. Mais le pouvoir l'avait vidé, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une simple signature sur du papier sale. Derrière lui, un greffier commença à chuchoter dans un téléphone. Les huissiers échangèrent des regards inquiets. Les journalistes, interdits de diffusion de l'audience en direct, tapaient furieusement sur leurs appareils. La salle d'audience était devenue un champ de mines, et chacun prit soudain conscience qu'il se tenait sur quelque chose sur le point d'exploser. Le silence revint, non pas par soulagement, mais par avertissement. Quelque chose d'irréversible venait de se produire, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La salle d'audience explosa dès la diffusion de la vidéo. Les halètements se transformèrent en cris, les journalistes se précipitèrent comme une vague, dépassant la sécurité et les agents du tribunal, tandis que les téléphones portables s'élevaient haut dans les airs, enregistrant chaque seconde explosive. Le marteau du juge Brandt s'abattit en vain, son rythme noyé dans le chaos qui résonnait dans la salle. Son regard, autrefois perçant et maîtrisé, parcourut maintenant nerveusement la salle tandis qu'il réalisait. Il appela au calme, la voix brisée par la pression. En quelques heures, les images se sont répandues comme une traînée de poudre sur tous les grands réseaux sociaux. Un juge fédéral en exercice, désormais indéniablement lié à des sociétés écrans liées à des pots de vin pour le développement urbain, faisait la une. Les experts spéculaient, les journalistes analysaient, les manifestants se rassemblaient. Mais Dorian savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir. Être exposé ne garantissait pas la justice, pas dans cette ville. Devant le palais de justice, les marches étaient un déluge de lumière clignotante et de micros levés. Des voix l'appelaient par son nom, exigeaient des commentaires, intervenaient avec des questions urgentes qui se fondaient en un brouhaha. Dorian traversait le chaos sans broncher. Son costume était trempé de sueur sous le col, la mâchoire serrée, le regard fixé droit devant. Il ne prononça pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Son silence devint une déclaration en soi. Un homme qui avait percé quelque chose de puissant, désormais marqué par cela. La machine a réagi dans les 48 heures. Des agents fédéraux ont perquisitionné plusieurs bâtiments de la ville à l'aube, leurs vestes estampillées de lettres jaunes audacieuses, entrant avec des mandats et une précision froide. Les bureaux étaient vidés, armoires défoncées, serveurs entiers confisqués. Des hélicoptères de reportage tournoyaient au-dessus de nos têtes, tandis que des employés municipaux stupéfaits sortaient en chuchotant, observant. Des comptes bancaires furent gelés, certains appartenant à des fonctionnaires municipaux, d'autres à des sociétés écrans longtemps soupçonnées, mais jamais touchées. Mais le système était plus ancien que quiconque, et il ne se brisait pas si facilement. Cette semaine-là, le chef Hale, un homme qui parlait rarement aux médias, sauf s'il était acculé, commença à faire des apparitions. Discrètes au début, visites dans des centres communautaires, interviews sur le rétablissement de l'ordre. Discours émaillés de références voilées à de faux héros en quête de gloire. En coulisses, des manœuvres plus insidieuses commencèrent. Theo Briggs, un ancien sous-traitant informatique dont le témoignage pouvait confirmer la manipulation de fichiers judiciaires, fut arrêté pour obstruction et cybercriminalité. Des accusations suffisamment vagues pour semer la confusion dans l'opinion publique, mais suffisamment graves pour le tenir à l'écart de l'équipe juridique de Dorian. La campagne de diffamation suivit rapidement. Des sources anonymes affirmèrent que l'association de Dorian entretenait des liens offshore. Une histoire a éclaté, l'accusant d'avoir profité de contrats municipaux qu'il avait autrefois poursuivis en justice. Des photos ont fuité, certaines authentiques, d'autres truquées, le présentant comme opportuniste, imprudent, voire dangereux. Les animateurs de talk-show ont spéculé sur ses motivations.
Les commentaires en ligne étaient virulents, certains alimentés par le racisme, d'autres par la peur. Même son propre passé a été instrumentalisé. Son arrestation adolescente pour une manifestation qu'il n'avait pas organisée. Un procès qu'il a perdu à la vingtaine après avoir défendu un locataire expulsé pendant l'hiver. Soudain, l'homme qui avait tout risqué pour dénoncer la corruption était présenté comme son architecte. Au tribunal, les changements étaient plus subtils, mais tout aussi sinistres. Le juge Brandt, prétextant des raisons de santé, a été remplacé par une remplaçante temporaire, la juge Evelyn Price, une femme dont les liens avec le conseil municipal étaient murmurés mais difficiles à prouver. Sa salle d'audience était plus froide. Elle a autorisé davantage d'objections de la part de l'équipe juridique de la ville. Elle a coupé court aux questions portant sur des membres spécifiques du conseil ou des notes internes. C'était la mort à petit feu, et Dorian le ressentait heure après heure. Les menaces s'intensifièrent. Son assistante Nora arriva au travail, pâle et tremblante, un matin, après qu'un SUV noir l'eût suivi pendant 20 minutes à travers South Pine. Le Porsche de Marcus Rowe fut vandalisé à la bombe de peinture rouge. Traître. Les caméras de sécurité captèrent 2 silhouettes masquées, mais les images furent mystérieusement corrompues lorsqu'elles furent remises à la police. Même l'appartement de Dorian reçut un coup frappé à minuit, un avertissement silencieux auquel il n'avait pas besoin de répondre pour comprendre. Pourtant, il ne recula pas. Dans les moments plus calmes, les fantômes revinrent, des souvenirs qui grattaient sa résolution comme le vent sur du verre fin. Son père, les mains calleuses, le dos voûté par des années de ménage, rentrant à la maison bien après minuit, sentant l'eau de Javel et la fatigue. Ce même homme, debout sur le seuil de la chambre universitaire de Dorian le jour de son emménagement, la fierté enveloppée d'épuisement, serrant l'épaule de son fils en disant « Ne laisse jamais le... » Mais la peur, comme un poison, transperce même les armures les plus solides. Un soir, après avoir examiné des déclarations sous serment jusqu'à en perdre la vue, Dorian quitta la ville. Dépassant les zones industrielles, la lueur orangée des lampadaires, il ne resta plus que ténèbres et terres agricoles. Il se gara devant un restaurant qui sentait le café brûlé et le vieux cuir, où Marcus l'attendait déjà. Ils étaient assis à un box d'angle, les épaules tendues, la voix basse. Ils parlèrent de ce qui était arrivé à Théo, des décisions du juge Price, de l'étau qui se resserrait sans cesse. La voix de Dorian baissa lorsqu'il avoua la vérité. Il ne cherchait pas seulement à tuer l'affaire. Il cherchait à tuer la vérité elle-même, l'enfouir si profondément qu'elle ne serait plus jamais exhumée. Marcus ne broncha pas. Il remua son café noir, les yeux rivés au ciel, et dit qu'ils allaient plutôt les saigner avec la vérité. Une goutte à la fois, chaque document, chaque email divulgué, chaque lanceur d'alerte réduit au silence trop tôt. Si le système ne se purifiait pas, il l'ouvrirait et laisserait la pourriture se répandre à la vue de tous. Cette nuit-là, Dorian ne dormit pas. Il était allongé sur le canapé de son bureau, cravate desserrée, veste de costume drapée sur une chaise, les yeux rivés sur le plafond. Il songea à démissionner, à disparaître, à la facilité avec laquelle il pourrait disparaître, s'en aller, laisser la ville se dévorer. Mais il pensa alors à Théo, enfermé dans une cellule, à Nora, qui continuait à se présenter au travail malgré la peur dans ses yeux, à Marcus, avec son Porsche défiguré et sa détermination inébranlable, à son père, enterré depuis longtemps, dont le sacrifice avait tracé le chemin que Dorian suivait désormais. Abandonner n'avait jamais vraiment été une option. Ça ne l'avait jamais été. L'audience finale était fixée à lundi. Le palais de justice serait sous protection fédérale. La sécurité doublée, voire triplée. Nombre de spectateurs limité. Caméras restreintes. Mais l'enjeu ne pouvait être contenu par des murs ou des détecteurs de métaux. Tout le monde savait ce que signifiait cette audience. Il ne s'agissait plus du client de Dorian, ni même d'un seul juge. Il s'agissait de savoir si les secrets d'une ville pourraient enfin être extirpés des mains qui les détenaient.
Dans les derniers jours précédant l'audience, le temps était déformé. Les matins arrivaient trop vite, les nuits trop tard. L'équipe de Dorian travaillait 24 heures sur 24, examinant les preuves, préparant les réfutations, anticipant les attaques. Un témoin surprise fut amené par avion sous protection. Une comptable junior qui avait autrefois traité des virements électroniques par l'intermédiaire d'une association à but non lucratif enregistrée auprès du gouvernement. Sa déclaration pourrait prouver que la corruption s'étendait jusqu'au fonds discrétionnaire du maire. Partout où Dorian allait, des ombres le suivaient, parfois littérales, parfois dans les murmures d'inconnus, parfois dans l'hésitation sur le visage d'un greffier lui tendant un dossier. Il n'était plus seulement un avocat, il représentait une menace. Le matin de l'audience, la ville se réveilla tendue. Les manifestants se rassemblèrent avant le lever du soleil. Des cars de reportage bordèrent le périmètre. Un hélicoptère planait, ses pales fendant l'air comme un compte à rebours. À l'intérieur du palais de justice, l'air était tendu. Chaque pas résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Chaque regard s'attardait trop longtemps. Et pourtant, malgré tout cela, Dorian avançait avec une détermination tranquille. Pas sans peur, mais refusant de reculer. Les portes s'ouvrirent, la salle d'audience se remplit. Le juge Price était assis, le regard indéchiffrable. L'accusation attendait, l'air froid, habitué à la répétition. Dorian se tenait debout, dossier à la main, la mâchoire serrée, le regard fixe. C'était le jugement. La vérité ne frappait plus, elle était sur le point de défoncer la porte. La salle d'audience était bondée, ses bancs en bois gémissant sous le poids de l'attente et de la tension. Les spectateurs se penchaient en avant, le souffle coupé, les yeux rivés sur le jeune homme au centre de tout cela, Dorian Kane. Il n'avait ni l'expression d'un homme en quête de vengeance, ni le malaise d'un accusé. Au lieu de cela, il se tenait calme, le dos solide, chaque centimètre de son corps sculpté par la douleur et la persévérance. Pour une fois, le nom de Kane n'était pas suivi d'un numéro de dossier pénal, mais d'une plainte civile ayant le pouvoir d'ébranler les fondations mêmes de Carrow Falls. Dehors, le palais de justice était englouti par une tempête d'humanité. Les manifestants déferlaient dans les rues par vagues, leurs pancartes flottant au vent, leurs chants s'élevant et retombant comme une marée trop puissante pour être ignorée. Les journalistes se bousculaient pour se positionner. Les micros tendus comme s'ils pouvaient ça. L'audience d'urgence avait été accordée non par courtoisie, mais par nécessité. Les implications du procès intenté par Dorian contre la ville de Carrow Falls étaient trop importantes, trop accablantes pour être reportées. Le tribunal avait convoqué une juge fédérale, la juge Eliza Penner, de Washington, D.C., pour présider la procédure. Sa réputation d'impartialité la précédait, sa présence soulignant ce qui était déjà clair. Il ne s'agissait pas seulement d'un scandale local. C'était un jugement national. À son entrée, la salle d'audience se leva. Son regard parcourut brièvement la pièce avant de se poser sur Dorian, calme, indéchiffrable. Puis elle fit signe que l'audience commençait. L'équipe juridique de la ville, dirigée par la conseillère spéciale Miriam Keel, tenta de garder le contrôle dès le début, présentant son dossier avec l'assurance de stratèges chevronnés. Ils évoquèrent le passé de Dorian, ses précédentes incarcérations, la prétendue volatilité de son passé pour s'interroger sur ses motivations. Mais le moment semblait forcé, creux. L'atmosphère avait déjà changé. Puis vint le moment que personne n'attendait si tôt dans la procédure. Un unique fichier vidéo mis en file d'attente et soumis par l'avocat de Dorian. La salle s'assombrit légèrement tandis que l'écran s'illuminait. Une vidéo noire et blanc granuleuse s'anima. On y voyait deux hommes assis dans un bureau lambrissé. Le juge Everett Brandt, détendu et arrogant sur son siège, sirotait un verre lourd tandis que le maire Roland Finn se penchait sur le bureau, un sourire narquois. Il y eut des rires laids et insouciants. Puis la voix de Brandt, inimitable. « Ce garçon ne verra jamais un centime.
On le brisera avant qu'il ne rende l'âme. Des halètements parcoururent la salle d'audience comme un frisson audible. L'espace d'une seconde, la salle entière sembla suspendue dans les airs. La voix du juge résonna dans le silence stupéfait, résonnant non seulement dans les haut-parleurs, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui avaient douté, ignoré ou rejeté Dorian Kane. Il était désormais impossible de le nier. La ville n'avait pas seulement tenté de le réduire au silence, elle avait orchestré une campagne de destruction derrière des murs lambrissés de chaînes et des conférences de presse souriantes. Miriam Keel chercha une réponse, la bouche ouverte, mais sans pouvoir prononcer un mot. Son équipe chuchotait furieusement derrière elle, le visage blême. La juge Penner ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Le changement s'était opéré. La salle d'audience n'était plus un lieu de débat. Elle était devenue une galerie de vérité. Et puis, comme si les murs eux-mêmes allaient se fissurer, les portes arrière s'ouvrirent en grinçant. Des têtes se tournèrent. Des pas résonnèrent comme des battements de tambour. Un homme en costume gris entra, son badge accroché bien en évidence à sa ceinture, l'enquêteur principal Alden Brooks du ministère de la Justice. Sa présence était inattendue, inopinée et indéniable. Il se dirigea droit vers le banc, remit un épais dossier scellé au juge Penner et se tourna pour s'adresser à la salle. Il s'exprimait avec une clarté ferme, sa voix imprégnée de l'autorité d'un homme qui avait passé des années à démêler des mensonges pour gagner sa vie. Ils avaient redécouvert des enregistrements audio, des documents financiers, des preuves de coercition par des élus, des preuves qui circulaient des tribunaux à la mairie. La corruption n'était plus une simple spéculation. Elle était prouvée, cataloguée et mise à nu. Les noms mentionnés? Trop nombreux. Mais surtout, il déclarait que le gouvernement fédéral s'apprêtait à placer Dorian Kane sous protection immédiate. Des actes d'accusation étaient en préparation. L'affaire Kane contre Carrow Falls avait ouvert un coffre-fort qui ne pouvait plus être fermé. Il n'y eut aucune interruption. Personne n'osait. La juge Penner feuilleta le dossier avec une précision minutieuse, ses doigts glissant sur des lignes de témoignages accablantes, des signatures liées à des pots de vin, des orodatages prouvant la falsification de preuves. Lorsqu'elle releva les yeux, son visage était impassible, mais ses mots suivants eurent suffisamment de poids pour faire s'écrouler l'assemblée. Sur la base des preuves, l'affaire civile allait être jugée en bonne et due forme. De plus, Dorian Kane a été officiellement blanchi de toutes les accusations antérieures ayant conduit à son incarcération injustifiée. Le tribunal a émis une injonction interdisant toute nouvelle action des autorités municipales sans contrôle fédéral. Avec effet immédiat, le silence a été brisé. La salle d'audience s'est embrasée. Ses partisans ont pleuré à chaudes larmes. Les journalistes se sont empressés de trouver des citations. Les manifestants à l'extérieur ont crié son nom avec une révérence habituellement réservée aux martyrs. Mais au milieu du chaos, Dorian est resté immobile, impassible face à la vague qui s'écrasait autour de lui. Son regard n'a pas cherché les caméras. Il n'a pas levé le poing ni levé les bras en signe de victoire. Au lieu de cela, il a regardé autour de lui dans la salle d'audience, la même salle où on l'avait autrefois traité de criminel, de menaces, de mensonges, enveloppé de peau. Il a vu le conseiller du maire s'affaler sur sa chaise. Il a vu la main du procureur trembler alors qu'il tendait la main vers un verre d'eau. Il a vu le malaise, la culpabilité, la fragilité d'un système qui avait enfin rencontré la seule chose qu'il ne pouvait réprimer. Il parlait doucement, mais chaque syllabe était tranchante comme de l'acier. Ce n'est pas la fin. C'est le début de la justice. Il n'avait pas besoin de crier. La vérité avait déjà crié. Quelque part au fond de la salle, un homme noir d'un certain âge retira silencieusement son chapeau et baissa la tête. Une jeune stagiaire se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. L'un des jurés qui avait condamné Dorian lors d'un précédent procès désormais annulé ne pouvait le regarder dans les yeux. Ce n'était pas un jour de célébration. C'était un jour de conséquences, de comptes à rendre. Dehors, la nouvelle se répandit comme un second lever de soleil.
Kane avait gagné pas seulement une décision de justice, mais une déclaration selon laquelle la machine de corruption pouvait être démantelée, pièce par pièce. Les agents fédéraux commencèrent à se coordonner avec les enquêteurs du ministère de la Justice. Des perquisitions furent effectuées dans les bureaux avant le coucher du soleil. Le maire Finn disparut de la vue du public. Le marteau du juge Brandt fut confisqué comme preuve. Les contrats municipaux furent gelés. Le gouverneur de l'État publia une déclaration dans la soirée. Carrow Falls serait soumise à un audit fédéral pour une durée indéterminée. Mais Dorian ne rentra pas chez lui. Il resta. Il sortit sur les marches du palais de justice, tandis que la foule s'écartait devant lui comme une mer. Les flashs des appareils photo. Des voix s'élevèrent. Mais il ne s'adressa pas à elle. Il se retourna, leva une dernière fois les yeux vers le palais de justice et se souvint des nuits passées dans sa cellule à rêver d'une liberté dont il n'était pas sûr qu'elle viendrait un jour. Il se souvint du silence après les heures de visite, le goût d'amertume d'apprendre que les appels seraient retardés, la froideur d'être oublié par un monde qui continuait de sourire aux hommes qui l'avaient enterré. Et maintenant, le sol sous ses hommes se fendait. Il ne se délecta pas des applaudissements. Il ne sourit pas à la foule. Sa victoire ne ressemblait pas à une célébration, mais à un avertissement. Pour ceux qui se cachaient encore derrière des robes et des sceaux, derrière des poignées de main municipales et des accords secrets, il n'était plus seulement un plaignant. Il était le début d'une vérité implacable. Alors que le palais de justice se vidait et que le soleil commençait à décliner derrière les bâtiments, un manifestant griffonna une nouvelle pancarte à l'encre noire épaisse et la brandit bien haut. « Vous avez essayé de l'enterrer. Tu as oublié qu'il était une graine. La ville de Carrow Falls n'oublierait jamais le jour où le système a tenté de briser un jeune homme noir pour finalement découvrir qu'il avait construit l'avenir qu'il redoutait. Et quelque part au plus profond de cet avenir, la justice avait enfin parlé.